Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, il est question de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme qui a frappé le centre du pays vendredi 8 septembre. Hier, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé une nouvelle réunion consacrée à la reconstruction, soit une semaine après celle dédiée à l'activation du programme d'urgence en faveur des 50 000 foyers touchés. Les directives du souverain viennent ensuite poser les fondations, les jalons pour apporter des réponses adaptées à moyen et long terme pour ces populations rurales des zones montagneuses. Mot d'ordre, rapidité, efficacité, rigueur et résultat. Objectif, un nouveau modèle de développement territorial intégré et équilibré. Cela ne saura se faire sans une gouvernance exemplaire, comme rappelé d'ailleurs dans le communiqué à l'issue de cette réunion. Pour le coût prévisionnel de ce programme, notez 120 milliards de dirhams sur 5 ans qui devraient avoir des retombées sur une population estimée à plus de 4 millions de citoyens. Le cadre est ainsi défini. Quid de sa réalisation, eu égard des différents diagnostics antérieurs? Pour ne citer que le rapport du cinquantenaire en 2005, celui du Conseil économique, social et environnemental en 2017, le rapport du nouveau modèle de développement 4 ans plus tard, notamment pour le rural, et on en saura plus un peu plus tard dans l'émission, sans oublier les multitudes de diagnostics émanant de la société civile. La bonne gouvernance des zones montagneuses restera tributaire de la mise en place des outils de suivi, de contrôle et d'évaluation des résultats des programmes et projets de développement et leurs impacts sur les populations des zones montagneuses, pour reprendre une des recommandations du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. Rappelons enfin que le Maroc dispose entre autres d'une stratégie nationale de développement rural depuis 2012, laquelle régit 12 commissions régionales qui élaborent des plans d'action annuels. Bref, la thématique est très complexe et nous la décortiquerons sous les angles qui lui incombent, bien sûr avec nos invités qui répondent à l'invitation de questions d'actu. Et tout d'abord, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau ce soir le professeur Driss Khrouz. Bonsoir, professeur Khrouz. Bonsoir, Madame Tessa. Alors, vous êtes membre du comité de pilotage et coordonnateur du projet Maroc des émergences, professeur en sciences économiques, ancien directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, professeur de l'enseignement supérieur en sciences économiques, donc à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, et membre du conseil d'administration de l'Institut royal de la culture à Mazir. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois. Je vous remercie beaucoup d'avoir invité. Marhaba, marhaba. Nous avons également avec nous un autre académicien. Il est professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Firanou. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir également. Merci à vous de répondre à nos questions. Et depuis Casablanca, se joint à nous le professeur Ahmed Chitachni, il est politiste, essayiste et chercheur en anthropologie. Bonsoir, professeur Chitachni, et merci à vous également de vous joindre à nous. Merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Marhaba. Professeur Khrouz, alors cette réunion qui s'est tenue hier, donc il y a eu 3 temps dans les réunions post-séisme. Le premier temps, c'est de gérer l'immédiat. C'était au lendemain d'ailleurs, quelques heures après le séisme. Ensuite, il s'agit de gérer les urgences, mais aussi la reconstruction. C'était il y a une semaine. Et là, on va un peu plus dans le détail de la reconstruction et de la mise à niveau. Peut-être je vais faire un tour de table sur ce qui est ressorti pour vous de ce rapport, de ce communiqué du cabinet royal suite à cette réunion présidée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce qui ressort de cette réunion et des 3 réunions, c'est qu'il y a une vision globale et intégrée. Et que cette réunion, la réunion d'hier, présidée par Sa Majesté, complète les 2 précédentes. Il a fallu d'abord, et c'est important, s'occuper des urgences, des humains, exact. Les morts et les vivants, c'est important, les soigner et les enterrer pour ceux qui sont morts. Il faut aussi ensuite loger sous les tentes, protéger, nourrir les populations, essayer aussi de stabiliser les montagnes, parce qu'il y avait énormément d'éboulements, ouvrir les routes et les pistes quand c'est possible. Et en 3e lieu, penser aux proches et au moyen terme, c'est-à-dire reconstruire, c'est-à-dire remettre à niveau et remettre en marche tout un ensemble de régions. Il y a donc, pour moi, c'est important, c'est penser
c'est réfléchi, c'est coordonné et c'est mis en place. C'est mis en place et là, hier, on a une nouvelle donnée, celle du coût de la reconstruction. Et on ne parle pas que de reconstruction, là. Hier, on parle de reconstruction et de mise à niveau. Là, il faut repenser même ce modèle de développement, ou en tout cas ce modèle de ces zones rurales et montagneuses surtout. Professeur Ferrano, on parle d'un coût de 120 milliards de dirhams. Oui, on parle d'un coût, mais le plus important, c'est qu'on parle de résilience. Donc le Maroc, à travers les 3 réunions qui ont été tenues par Sa Majesté, notre auguste souverain, il veut démontrer, il a démontré réellement qu'il était résilient. Ça veut dire quoi résilient? Ça veut dire que nous avions une capacité de répondre rapidement, efficacement et de façon urgente aux besoins des citoyens et aussi par rapport aux dégâts qui ont été effectués sur terrain. Encore plus, la correction, je dirais le soutien ne se fait pas uniquement des choses de court terme. On est en train, donc à partir de 10 jours après la catastrophe, donc le 8 septembre, on est aujourd'hui le 20 ou le 21, donc je parle de la réunion, c'est le 20. Donc au bout de 10 jours à peu près, nous avons commencé à réfléchir de façon stratégique. Et je pense que ça, c'est un peu la vision de notre souverain, c'est que c'est l'occasion pour pouvoir ouvrir le débat sur ce que je dirais un nouveau modèle de développement territorial. Tout à fait. Et donc là, le fait qu'on parle hier de 120 milliards, donc moi 120 milliards, j'aimerais bien l'avoir de façon relative, c'est à peu près 12 à 10% du PIB marocain. Même si c'est sur 5 ans. Même si c'est sur 5 ans, c'est 10%. Hein, 10% du PIB. L'approche de 10% du PIB l'approche de 10% du PIB pour 10% de la population, qui sont 4,2 millions d'habitants qui vont bénéficier. Encore plus, vous avez donné à ces régions-là, donc je parle de la région Marrakech, Esfi, vous avez donné plus que ce qu'ils génèrent en termes de valeur ajoutée. Ils génèrent à peu près 8,5 points de PIB, vous leur avez donné 10 à 12% du PIB. Ce qui veut dire que Sa Majesté le Roi a une idée fondamentale, c'est que c'est le moment pour pouvoir donner un nouveau modèle de développement territorial pour les régions rurales. Et donc c'est ça ce qui était inscrit. Et encore plus, c'est l'occasion pour que ces citoyens qui ont eu la douleur et aussi le chagrin de passer par cette expérience qui est douloureuse, je le dirais, de pouvoir avoir une espérance, une expectation par rapport au futur qui va venir pour leurs enfants, pour eux, et également pour le devenir de la région qui est majoritairement à 80% et les rurales. Ça veut dire, on parle de la zone du séisme, les 5 provinces. Et donc, 120 milliards de dollars, 120 milliards de dirhams, ça veut dire 12 milliards de dollars, c'est l'équivalent d'un plan global de mise à niveau des 5 provinces, et pas uniquement, mais aussi Marrakech, etc. On parle de 6 régions ou 6 zones géographiques qui vont en bénéficier. Et donc, ça veut dire qu'il y a une volonté qui dépasse largement les retombées du séisme. On parle ici de Marrakech, Al-Haouz, juste pour nos téléspectateurs. On parle de 5 provinces et d'une préfecture. Al-Haouz, Taroudan, Chichawa, Azélal, Ouarzazate et Marrakech. 4,2 millions d'habitants et vraiment l'approche. Oui. Voilà, exactement. Là, on parle de 10% de la population marocaine. Pour clore le premier tour de table, justement, sur l'issue de cette 3e réunion tenue donc après le séisme, avec vous, professeur Chitachni. Peut-être une information complémentaire. Juste entre la première et la 3e réunion, il y a la 2e qui était plus pour apporter cette aide psychologique, il ne faut pas oublier psychologique aux habitants, et qui est intervenu très rapidement, c'est-à-dire le 14, pour donner rassurer ces populations qui ne sont pas seules. Et là, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont procédé à cet élan de solidarité instantané, maroco-marocaine, et j'en suis très fier. La 3e réunion, celle d'hier, c'était en quelque sorte une mise à niveau de l'aménagement du territoire. Et Dieu sait le nombre de fois que nous, universitaires, nous avons appelé à revoir notre politique d'aménagement territoire et de désenclaver ces régions et alléger la pression sur la côte atlantique de par ces mouvements de population. Donc c'est plus une action de développement de territoire et d'aménagement de territoire. Parce que
construire uniquement n'est pas suffisant. Et la vision royale, il est vraiment extraordinaire à ce sujet, puisqu'il table sur 4 axes: le relogement et l'infrastructure, le développement des aires territoriales, la solution pour désenclaver et le développement des activités et du travail. Donc, c'est une vraie politique d'aménagement de territoire sous la bannière royale cette fois-ci. Très bien. Nous allons justement approfondir la réflexion sur ces zones sinistrées, ces régions qui ont été sinistrées par le séisme. Quand on parle de zones montagneuses, alors il y a une définition, ou en tout cas le zonage qui semble avoir fait l'unanimité a été réalisé et validé en 2015. C'était par la Commission interministérielle permanente de développement de l'espace rural et des zones montagneuses, composée de 17 départements ministériels. Alors, plusieurs typologies de zones de montagne ont été donc proposées, mais en tout cas, on a défini, professeur Khourouz, qu'est-ce que ces zones-là. Mais quelles sont les vraies données à prendre en considération quand on veut définir ces zones qui ont été sinistrées? La première approche, elle est territoriale, géographique. La deuxième, elle est culturelle. La troisième, elle est historique. Et la quatrième, elle est politique. Elle est géographique et territoriale parce que ce sont des zones de montagne. Donc, elles sont enclavées. Elles sont difficiles d'accès. Et souvent, ils ont des particularités en termes de mode de vie, mais aussi de mode de production. Petite agriculture, agro-pastorale, un peu de tourisme, beaucoup de travailleurs, beaucoup d'hommes, de plus en plus de jeunes femmes travaillent en ville et font vivre la famille. Ce sont des régions aussi dans lesquelles il y a une polyculture de moins en moins vivrière, mais très peu tournée sur le marché. Ce sont donc des régions qui ont des caractéristiques très différentes des plaines, très différentes des villes, mais en même temps, ce sont des régions toujours ouvertes sur des chefs-lieux de Piémont. Amzmiz, par exemple, Tahannaout, par exemple, ce sont des chefs-lieux qui permettent à ces multiples villages de montagne, de sommets ou de vallées, et toujours difficiles d'accès, qui subissent l'été, les chaleurs, qui subissent l'hiver, l'enneigement, les éboulements, les érosions, les inondations, mais en même temps... Ils ont des conditions de vie très difficiles. Conditions de vie très difficiles. Mais ils sont très attachés à leur terre. Qui créent un certain nombre de données, de caractéristiques culturelles et anthropologiques, c'est le cas de le dire. Certainement. Très attachés à la terre et très attachés au lien social. Le lien social, il est très fort à l'intérieur de la famille, du clan, et ras, mais aussi entre les différents clans qui forment la tribu et entre les différentes tribus qui forment les fédérations et les confédérations. Il y a donc un lien social et culturel. Ils se partagent les bonheurs, ils se partagent les malheurs. Et donc ce ne sont pas simplement des gens qui sont là pour habiter ou pour exploiter l'agriculture ou l'élevage de la chèvre ou le noyer ou l'arganier ou de plus en plus quelques pommiers, quelques arbres, quelques fruits. Ce sont des gens qui sont là dans le cadre d'un ancrage territorial, mais beaucoup plus important, d'un ancrage humain. Est-ce que vous pensez que justement, selon certaines propositions, parce qu'il est effectivement difficile de désenclaver, en tout cas entre ce que cela pourrait coûter et le rendu, est-ce qu'il est possible de penser à des agrégations de ces clans dans une région qui puisse réunir, disons, 2000 familles, par exemple? C'est un problème immense. Nous travaillons là-dessus depuis des années. Nous, les petits enseignants de l'université, quand nous pensons aux questions, aux problématiques de développement, et nous avons, pendant des années, réfléchi au Maroc, pas simplement moi, sur le concept de pôle local de développement. On enseignait pour les pays les pôles de développement, de croissance pour les pays, c'est-à-dire agréger, je ne vais pas jouer au professeur, sur les économies d'échelle et sur les effets de multiplication pour qu'une ville, une agglomération puisse rayonner économiquement, culturellement,
mais aussi sur le plan de l'infrastructure, sur toute une région. Et là, on pensait, et on pense toujours, et ce n'est pas quelque chose à écarter, sur les pôles locaux de développement. À une condition, ça c'est très important, et c'est dans toutes les recommandations, particulièrement issues de celles de la séance d'hier, présidée par Sa Majesté, il faut préserver, il faut respecter, il faut faire attention à conserver, préserver les caractéristiques qui font de ces lieux souvent dispersés, qui donnent l'impression d'être perdus dans l'espace, mais ils sont liés à l'espace, ils sont liés au terroir, ils sont liés aux liens qui existent entre eux. Donc, reconstruire, mettre à niveau, oui, mais il y a plusieurs mais, on pourra revenir là-dessus. Par conséquent, donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas simplement des petits villages, des rames qui sont perdus dans les chaînes et dans les vallées. Et on se demande, mais pourquoi, bon Dieu, ils sont là alors qu'il ferait mieux d'aller là où les jeunes travaillent, à Mzmiz, au Tahna, au Marrakech, au Casablanca. Ils sont épiciers, ils sont des chantiers, ils partent 6 mois, ils reviennent pendant l'Eid el-Kbir pour passer 2-3 mois. C'est un mode de vie. Il faut le respecter, mais en même temps, la question qui est posée aujourd'hui à travers la mise à niveau, et non pas simplement la reconstruction ou la réhabilitation, c'est penser un cadre adéquat d'habitat, de vie, dans un cadre dans lequel les populations sont respectées dans leurs valeurs, dans leurs croyances, dans leurs mythes, dans leurs rêves, dans leurs cauchemars, dans leurs morts, dans leurs projections. C'est une équation difficile, mais elle est soluble. Et surtout, aujourd'hui, il y a la pression de l'urgence. Moi, je dirais une seule chose sur cette question, ne rien faire sans l'avis des populations. Voilà. Premièrement. 2, et c'est important, prendre le temps de les écouter. 3, ne pas se lancer sur les techniques faciles et les solutions adaptées à la carte et dire il suffit que ces populations habitent à Mzmiz ou Chichawa ou Taroudant et le problème est réglé. Ce n'est pas si simple que ça, même si pour régler le problème de ces douars dispersés, éparpillés, il faut développer les pôles de développement locaux, il faut développer Amzmiz, Tahnaout, il faut que dans toutes ces localités, il y ait des lycées, il y ait des internats pour jeunes filles, des internats pour garçons, il faut qu'il y ait des maisons de la culture, il faut qu'il y ait un certain nombre d'institutions qui irrigueraient cette région de façon à ce que toutes ces populations se trouveraient en symbiose et en relation avec ces lieux, mais pas de déplacement. Évidemment, malheureusement, il y aura de l'exode rural. Comment le régler, comment l'aborder? Il ne faut pas forcer les gens à partir, il ne faut pas forcer les gens à rester, il faut travailler avec les populations. Il faut travailler avec les populations, justement, pour cette équation. Quelles sont les variables? Mais avant, je vous voyais justement acquiescer, professeur Chetachni, aux propos du professeur Khrouz. Est-ce qu'il y a une définition légale des zones montagneuses? Au risque de répéter ce qu'a dit le professeur Khrouz, une zone montagne, la montagne, de par elle-même, est une définition. D'accord? Par opposition au plateau et à la plaine. Ce que j'ajouterais uniquement, ce qu'a dit le professeur Khrouz, c'est qu'il y a une unité qu'on oublie, c'est le douar, qui ne fait pas partie des unités des collectivités territoriales. Mais le douar est une institution, c'est une base de vie, c'est une base de culture, c'est une base de, comme a dit le communiqué du Palais Royal, mode de vie. Il faut être à l'écoute de ces populations et respecter leur patrimoine et leur mode de vie. Le douar est un terroir de gestion communautaire, de l'hydraulique. Ils sont passés pour être des rois de gestion de l'eau. Ce n'est pas des gens qui sont là-bas. Ces régions-là n'étaient pas enclavées par l'histoire marocaine. Au contraire, la route du commerce caravanier passait non loin de chez eux. Donc, ils bénéficiaient de ces routes-là. Ce n'est qu'avec la colonisation que tout a basculé vers la côte. D'ailleurs, le terme Maroc inutile
Et Maroc inutile. Le Maroc inutile est issu, exactement, il est issu du protectorat. C'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui un peu que les gens s'insurgent, ah non, il faut regarder ce Maroc inutile, alors que ce Maroc inutile, effectivement, c'est une pure création du protectorat français. Tout à fait, mais ils ne l'étaient pas, je vous disais, ils n'étaient pas enclavés, les routes caravanières passaient non loin de chez eux. C'est un berceau de dynastie, il ne faut pas l'oublier, qu'on gouverne le Maroc, l'Espagne et même une grande partie du Maghreb. Ces gens-là n'étaient pas isolés. Avec la et c'est les derniers à être occupés par la colonisation, il ne faut pas l'oublier. Dans certains tronçons de cet atlas n'a été occupé qu'en 1936. Donc c'est pour vous dire, ces gens-là font partie de notre histoire et de notre futur, Inch'Allah. Le douar, à mon avis, il faut en tenir compte en tant qu'entité territoriale. Alors, l'agglomération des douars est-elle possible selon vous, vous qui êtes chercheur en anthropologie? Très difficile. Même s'ils sont proches à quelques dizaines de kilomètres, si deux douars qui contiennent une dizaine de maisons, Matalan, ou là 5 maisons pour certains, est-ce qu'il est possible de réunir ces gens-là dans la même agglomération et qui vivent ensemble? S'ils le souhaitent, il ne faut pas leur imposer quoi que ce soit, parce que ces implantations sont soumises à des critères de lignage ancestral, à des gestions d'eau, à des territoires de pâturage, et tout est réglé, et tout est codifié. Ces gens-là ne vivent pas dans l'anarchie. Leur vie nous paraît rude, difficile au vu des aléas climatiques, mais ces gens-là sont là depuis des siècles. Donc, ils sont là, ils vivent comme ils le souhaitent eux. Il ne faut pas oublier ça. À charge pour nous, dans le cadre d'un aménagement territoire, leur donner l'accès et de développer, comme a dit le professeur Rouge, ces villes satellites qui, en plus de ce qu'il a dit, moi, il faut qu'ajouter le delta travail. Il faut donner du travail dans ces villes satellites pour arrêter ce flot d'émigration. Je crois que même le terme, je ne l'aime pas beaucoup, c'est un déplacement de population. Ils sont aussi marocains comme nous. J'aime pas l'exode rural, j'aime pas ce terme, moi, personnellement. C'est un mouvement de population. Ils sont aussi marocains. La Constitution donne à tout Marocain le droit de s'établir dans n'importe quelle proposition du territoire qu'il le souhaite. Donc, c'est un mouvement de population pour des critères, soit d'emploi, soit de mariage, soit de changement d'air, etc. Et principalement, c'est le travail qu'ils cherchent. Donc, ces villes satellites se doivent en plus de dotations en hôpitaux, régions. D'ailleurs, le communiqué d'hier insiste sur la région qui doit jouer un rôle primordial, justement, même en cas de sinistre, puisque le communiqué leur demande de constituer des réserves, des réserves en tente, en tout ce qui est nécessaire en temps de crise. Donc, c'est le rôle de la région, c'est la région qui doit jouer ce rôle. Et la régionalisation se doit d'opter pour un développement qui tient compte des spécificités de chaque région. Dans ces régions sinistrées, il y a une ressemblance en agriculture, en pastoral, la géographie a voulu ainsi. Donc, autant développer des petites usines de transformation, de l'arganier, de l'olivier, Nous allons venir aux pistes justement de réflexion, d'intégration socio-économique. Mais là, il y a une question, parce que là, vous avez parlé de la région, il y a un rôle qui est primordial, et ces gens-là, même s'ils sont dans des régions qui sont plus ou moins encore reculées, enclavées, ils votent. Professeur Ferrano, ils ont des élus. Quel est le rôle aujourd'hui de l'élu dans cette équation dont les variables sont tellement différentes, et comment l'élu peut aussi porter la parole de ces gens qui ont voté pour lui? Très bien. Bon, moi, je rejoins globalement ce qui a été dit par mes professeurs, mais maintenant, je ne pense pas que... Oui, les conditions économiques sont imposées à ces citoyens qui sont dans ces régions rurales ou montagneuses. Et globalement, sur le plan économique, peut-être que les modèles de développement qui ont été mis en place ne prenaient pas en considération la spécificité de ces régions-là.
Maintenant, vous me parlez de vote, moi, je ne crois pas que c'est un paramètre très important. La densité de la population, le nombre de la population n'est pas aussi important. Je ne vois pas un politicien partir à ces régions-là et laisser Casablanca. C'est un peu... Bon, mais si je parle, campagne, ils arrivent. Je ne dis pas, voilà, je ne réduis pas. Mais maintenant, il ne faut pas donner au sens politique dans ce que vous dites l'importance aussi cruciale. Ce qui est le rôle de l'administration. Professeur Ferrano, je ne veux pas du tout politiser, ce n'est pas le but. Je reviens. Mais il y a l'administration qui doit faire son travail, mais il y a aussi l'élu. Maintenant, le problème, ce n'est pas l'administration, le problème, c'est pas... On est tous d'accord sur le fait que c'est démocratique, c'est eux qui ont choisi, c'est l'histoire et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il y a de la richesse? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a création de richesse? Maintenant, dans ces zones, on sait très bien qu'il y en a de la richesse, mais elle n'est pas créée. Maintenant, si vous voulez avoir un pouvoir économique, si vous voulez que les gens restent, si vous voulez que les gens aient des revenus, il faut qu'il y ait création de richesse. Et je pense, professeur Khourouz a donné une solution, il faut créer ce qu'on appelle les SPL ou les projets de développement local, etc., ou les villes satellites, etc. Ce qu'il faut réellement aujourd'hui, si on veut corriger le tir, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse à comment le monde rural crée de la richesse, comme ce que fait la ville. Écoutez, ce qu'on a fait depuis très longtemps, c'est qu'on a laissé le monde rural, je vais avoir le courage de le dire, de vivre avec les externalités positives ou les petites miettes des villes. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la culture, de la montagne... Vous parlez des gens qui vont travailler dans les villes, c'est ça? Je parle du tout. Le monde rural, il vit sur le dos de la ville. Lorsqu'on parle des gens, moi je viens du Jbel-Kal, je connais très très bien. Toutes les familles là-bas, ils ont des gens qui sont en ville, ils travaillent, ils envoient de l'argent. C'est ce que je dis. Oui. Pourquoi? C'est quoi les raisons? C'est parce qu'il n'y a pas de création de richesse réelle dans les régions où ils sont. Maintenant, si on veut vraiment penser à ces gens-là, et je pense que c'est là où partit Sa Majesté lorsqu'il a parlé de ce qu'on appelle, il faut revoir premièrement la société ou ce qu'on appelle le déficit social. Il faut revoir aussi le modèle économique dans ces régions-là, pas uniquement dans la région du séisme. On va commencer par les régions du séisme, mais c'est pour tout le Maroc. Et ça a été dit dans le nouveau modèle de développement. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut repenser. Et attention, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas du Maroc. Ce n'est pas le Maroc qui était un peu touché par ce cancer, c'est toute la planète. Je parle sous contrôle du professeur Khourouz. Tout le monde a adhéré au consensus de Washington. Aujourd'hui, il faut en parler. Pourquoi le développement doit passer par l'industrialisation? Lorsque vous avez des coopératives, ils produisent argan, mais c'est de la grande valeur ajoutée. Mais il faut en bénéficier là-bas. Pour qui? Je dis, voilà, c'est la question fondamentale. Oui, il faut qu'il reste. Maintenant, il y a un autre enjeu politique. Lorsque vous dites qu'il faut regrouper, je ne pense pas que cette décision est aussi simple. Non pas sur le plan historique uniquement, ou sur le plan ancestral, ou sur le plan culturel. La mémoire collective. Mais c'est aussi, c'est pas la mémoire, c'est une question politique. Nous avons des exemples de pays qui sont à côté de nous, où 90% de la population est à côté de la mer. Et vous avez des parties du Maroc où il n'y a personne. Et ils ont des problèmes qui sont des problèmes terroristes, des problèmes de stabilité dans ces régions. Nous avons l'avantage que dans toutes les régions du Maroc, même les régions montagneuses, même dans le monde rural, nous avons des Marocains. On ne peut pas les laisser tomber ces régions, ça nous appartient. Maintenant, ce qui revient, ce qui nous incombe, c'est qu'il faut qu'on repense le modèle de développement. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Khourouz. Il faut créer de la richesse à l'intérieur du monde rural. Il faut que les gens trouvent les moyens de créer, d'avoir leur propre emploi, d'avoir des possibilités de création de richesse. Il faut aussi qu'il y ait de la facilité. Maintenant, vous m'avez posé la question, pour que je ne fais pas la langue du bois par rapport à ça. Vous m'avez parlé des élus. Ce n'est pas de votre style, la langue du bois, professeur Ferrano. Regardez, vous m'avez parlé des élus. Vous m'avez parlé des élus. Bon, les élus, même s'ils sont là, est-ce que les collectivités rurales, ou je dirais, est-ce qu'ils ont les moyens? Les gens qui nous écoutent, ils doivent savoir que les collectivités territoriales, leurs moyens viennent de la fiscalité. Et surtout la TVA et les fiscalités locales. Mais qui paie la fiscalité dans le monde rural? Attention, je ne réduis pas le patriotisme de ces régions, mais il n'y a pas de richesse sur quoi vous allez payer cette fiscalité. Et donc, d'où viendra le revenu? C'est ça le plus important. D'où viendrait la création de richesse? Et donc là, nous, les économistes, et moi je le dis avec tous les autres scientifiques, il faut penser au modèle de développement. Maintenant, ce que je sais réellement, c'est que nous avons des richesses dans les régions montagneuses. Nous avons beaucoup de richesses. Ce n'est que le capital humain que nous avons. Il est très important si on peut l'utiliser. Mais il est déjà utilisé, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui vont à la ville travailler ou à l'étranger. D'ailleurs, il y a une forte diaspora de ces zones-là. Vous voulez m'amener, je vais le dire. Ils sont utilisés de façon... Non, je vous amenez nulle part. Non, je vais le dire. Ils sont utilisés de façon
dans les travaux sous-qualifiés. Ça ne permet pas une création de richesse aussi importante pour ces populations. Le professeur Khourouz l'a déjà dit, ils travaillent dans des cafés, ils sont dans des petites boutiques, etc. Oui. Ils sont, surtout attention, ils sont dans le secteur immobilier, voilà, dans la construction. Maintenant, est-ce que c'est le modèle qu'on veut pour ces citoyens? Moi, je dirais non. Il faut qu'il y ait un autre modèle. Ce n'est pas parce que vous êtes venu d'une région rurale ou d'un monde rural que vous êtes vraiment étiqueté d'avoir cette fonction. Non, vous avez le droit d'arriver, vous avez les mêmes chances que celui qui est dans la ville. Et je pense que Sa Majesté le Roi, c'est ça ce qu'il veut dire. Lorsqu'il a dit il faut les écouter, écouter leurs besoins. Ils veulent être des citoyens comme les autres, comme ceux qui sont sur Casa, sur Rabat, sur Tanger, etc. Et donc nous, en tant que citoyens ici, en tant que Marocains, en tant que d'être fiers d'être Marocains, en tant que décideurs, on doit trouver le modèle adéquat. Il y a des régions, excusez-moi, je vais vous parler d'expérience personnelle. J'étais vraiment surpris de la richesse touristique qui existait entre Agadir et Souera et qui n'est pas utilisable. Et c'est une grande richesse qui permettra de générer non pas de la croissance, je parle uniquement de la route côtière nationale. Oui, oui. Et donc là, si je prends cette région, je prends les montagnes, je prends les qualités touristiques, je prends toutes les valeurs ajoutées qu'on peut créer à travers ces angles-là, vous avez parlé d'Arganier. Arganier, est-ce qu'il est vendu à sa vraie valeur ? Dans ces régions-là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la volonté est là. Sa Majesté l'a dit, il faut créer un modèle de développement rural. Il faut qu'il y ait de la croissance. Aujourd'hui, le Maroc, je vais le dire directement, il faut qu'il y ait deux régimes de croissance qui sont parallèles. Une croissance qui se génère au travers les villes, une croissance qui se génère au travers le monde rural ou les régions montagneuses. C'est comme ça qu'on va arriver à une croissance égalitaire et inclusive pour tout le monde. Mais alors, quand vous dites cela, juste pour qu'on ait une idée, et alors, si on devait vraiment parler d'intégration économique, parce qu'il faut penser bien sûr à reconstruire, la reconstruction, elle concerne l'infrastructure qui a été aussi endommagée et qu'il est temps. Aujourd'hui, c'est un mal pour un bien, excusez l'expression, avec tout mon respect pour toutes les personnes ayant perdu la vie ou leur toit à cause de ce séisme, un mal pour un bien parce qu'il est temps de repenser aussi la connectivité vers ces régions-là, mais aussi l'électrification, etc. et j'en passe. Mais ce que vous dites de créer de la richesse, mais avec quoi? C'est-à-dire s'il n'y a pas d'agriculture, par exemple, dans ces régions, si on devait avoir une idée un peu plus pragmatique, concrète de création de richesse, à travers le tourisme, vous pensez? Je parle de chaque région, chaque douar au Maroc, il a ses propres potentialités de croissance. Ça, c'est très important. Maintenant, lorsque vous me dites le flaha, vous me dites l'agriculture, mais est-ce que vous croyez que dans l'agriculture, il n'y a pas des produits qui sont produits dans les régions où il n'y a pas d'eau? Par exemple, je vais le dire en arabe, le kharroub, ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Et il existe dans ces régions-là. Mais il n'est pas exploité dans ces régions-là. Je parle de la région de Chichawa, par exemple. Pourtant, les zones rurales, ce qui est intéressant, vous avez interpellé justement un point que j'avais presque oublié. C'est-à-dire que les zones rurales, elles dépendent de quel ministère aujourd'hui? Bon, le développement rural, il dépend du ministère de l'Agriculture. Du même ministère qui a mis en place cette fameuse commission interministérielle, cette fameuse stratégie nationale de développement rural, elle date de 2012, 11 ans après. Écoutez, dans la situation de séisme, moi, c'est mon principe. J'aime pas rentrer dans les critiques, on est plus dans la reconstruction et dans la mise en place. La critique, ça va venir. Il y a beaucoup de choses à dire sur plusieurs plans. Pour rectifier le tir, est-ce que les zones rurales doivent toujours dépendre Madame Khadija, ça va venir. Du ministère de l'Agriculture? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va tirer les ficelles. Mais aujourd'hui, on est en train de reconstruire. Dans la reconstruction, on est alliés. Ça veut dire qu'on veut sortir de ce problème ensemble, dans la même lignée. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut penser au modèle de développement de ces régions-là, comme l'a dit Sa Majesté. Et donc, on est alignés sur ça. En tant qu'universitaires ou chercheurs, on a beaucoup de critiques sur la coordination, pour beaucoup de choses. Sur la convergence. Mais la convergence entre les régions, nous les économistes, on en a déjà évalué beaucoup de fois. Et nous savons d'où viennent les problèmes. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de reconstruire. On leur dit, il faut qu'on pense ensemble. Et après, on va corriger ce qui était là où le bas blesse ou ce qui était vraiment très désastreux parce que, regardez, vous les montrez dans les photos, les ruelles, les routes que vous voyez où il n'y a ni goudron, ni rien du tout, les gens sont décloisés. Ça, c'est des problèmes qui émanent de quoi? Du développement territorial. Mais aujourd'hui, on va y aller pour l'avenir. C'est pour ça qu'on a 120 milliards de dirhams. L'avenir.
Professeur Khourouz, la société civile, telle que le stipule la loi organique 111-14 relative aux régions, est un acteur clé du développement local et régional. Quelle est l'application de cette loi pour la société civile et pour le bien de ces populations, sans critique aucune? Pour moi, je reviens à cette question qui est fondamentale. Le développement rural n'est pas simplement une question de l'agriculture ni d'un ministère. L'électrification, l'eau, les routes, l'école. L'abondance scolaire est le plus fort du Maroc dans ces régions et dans les régions aussi des plateaux, des hauts plateaux limitrophes du sud et du sud-est. L'abondance scolaire, particulièrement des jeunes filles. Voilà un capital immense. Voilà un capital immense. Donc quand on dit de richesse, il ne s'agit pas de richesse dans l'immédiat. La richesse aussi se crée dans la mutualisation, se crée dans le cadre d'une région au Maroc. Nous avons un cadre qui est magnifique, qui n'est pas utilisé à bon escient encore. C'est la région. Quand on dit région, c'est la complémentarité entre les institutions, entre les territoires, entre les terroirs et entre les acteurs au niveau fiscal, au niveau économique, au niveau de la mobilité, au niveau des marchés. Et par conséquent, on ne peut pas penser le développement de chaque petit coin, de chaque douar. Évidemment, chaque douar a sa géographie, il a sa forêt ou il n'a pas sa forêt, il a ses sources d'eau, il ne les a pas, il a des sources de revenus, il ne les a pas, mais il faut les intégrer dans un cadre global dans lequel il y ait ces interactions pour qu'effectivement la richesse se génère, pas demain, pas après-demain, d'ici 10 ans, 15 ans, si on est sérieux et si on s'y met. Et par conséquent, c'est de considérer que le développement rural est très important, pas simplement pour les gens qui y vivent, mais pour l'ensemble du Maroc. Parce que ce sont des territoires d'une vitalité remarquable, ce sont des territoires qui en forment une grande partie de l'âme marocaine, ce sont aussi des sources de richesse, de revenus, et ce sont aussi des sources de poésie, de chants, la houache de ces régions, la hidouz des autres régions, l'ita des autres régions, ce ne sont pas simplement des produits tangibles et consommables dans les médias. Et donc, il ne faut surtout pas, je n'ai pas de leçon à donner, parce que ce qui se fait, moi j'adhère totalement, ce qui se fait aujourd'hui, il faut voir la chose dans la dynamique des personnes, la dynamique des acteurs. Évidemment que la société civile a un rôle important. Elle est très importante au Maroc depuis 20 ans. Même dans ces zones-là? Et elle l'a montré, dans ces zones-là, elle est très forte. Dans la région de Chichawa, de Taroudant, dans la région d'Esni, dans la région de Tahna, dans la région de Hamzmiz. Les associations sont très fortes depuis longtemps. Et le rôle que joue la femme est immense dans ces régions. Pas simplement à travers l'arganier, ou à travers l'huile d'olive, ou à travers le henna dans d'autres régions, ou à travers le kharoub, ou à travers... Le rôle de la femme est important à travers l'élevage de la chèvre, à travers les œufs que ces poules produisent, à travers les revenus qu'elle permet de faire fructifier et que lui envoie le mari ou le frère qui est là-bas. Mais le frère ou le mari qui travaille à Marrakech ou à Casablanca, lui, il veut que sa famille reste là où il est. S'il travaille à Marrakech ou à Casablanca, il ne veut pas vivre à Casablanca ou à Marrakech. Donc il y a une dynamique sociale qu'il faut gérer, qu'il faut générer. Peut-être que si cette dynamique se développait, que les routes se développaient, parce que le Maroc a fait des progrès considérables en matière d'électrification rurale. J'ai fait ces régions à dos de mulet. Je les ai faites à dos de mulet avec d'autres. L'électricité existe dans des sommets où c'est très difficile de considérer qu'elle a été faite à coût réduit. Donc il faut aller et créer par la suite des dynamiques dans lesquelles, avec la société civile, comme vous dites, les populations trouveraient elles-mêmes leurs propres solutions de regroupement, leurs propres solutions de jumelage, de relations à travers les routes, mais aussi à travers le souk hebdomadaire. C'est une institution fondamentale. Tout à fait. Et donc, développer le lieu du qaïda, le lieu du souk, c'est important. C'est important. Ce qui a été fait est important, il n'est pas suffisant. Vous le dites et vous avez raison. C'est malheureusement
malheur quelque chose est bon, c'est une occasion de repenser et de ne surtout pas se précipiter. L'essentiel a été fait pour les médias, pour l'urgence. Il faut aller vers l'essentiel et on parlera sûrement du mode d'habitat. C'est le moment de le faire parce qu'il nous reste 10 minutes, professeur Khourouz. Alors, on parle du mode d'habitat, on parle de reconstruction. C'est pour cela que j'avais évoqué un peu plus tôt cette question d'agglomération, d'agrégation des douars. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sceptique par rapport... Il faut en tout cas écouter ces populations si elles sont vraiment prêtes à agrandir ce cercle, parce qu'elles ont la spécificité aussi, ces personnes de ces régions-là, avec leur intimité, avec ce cercle quand même fermé des gens qui vivent autour. Donc, quelle reconstruction possible et comment l'envisager en bonne et due forme, tout en maintenant, bien sûr, ce point essentiel qui a été soulevé d'ailleurs dans le communiqué du cabinet royal, l'écoute. Sur le plan de la rationalité économique, et je dirais sur le plan de la rationalité territoriale, il faut aller vers cette solution. Mais à moyenne échelle. Quand j'ai parlé du souk, c'est à dessein. La population qui est dispersée dans plusieurs douars, si les conditions de vie, mais aussi de travail, parce qu'elle est dans un chef-lieu qui s'appelle Amzmis, par exemple, ou Tahna, ou Touchicha, ou Teradon, si les gens n'ont pas de travail, ils préfèrent rester en haut de leur montagne. Donc, déplacer... On ne risque pas de perdre ce patrimoine, professeur Khourouz? Qu'on nous envie, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas pour regrouper les populations d'office et tout de suite. Je suis pour des pôles de développement qui rayonnent sur les lieux où les populations restent, là où elles veulent, à condition que l'État prenne les rênes avec la société civile. Et si nous prenons en considération cela, il faut partir, et c'est ce que nous apprend l'anthropologie, économique notamment et sociologique, c'est qu'il faut partir du génie local, avec les matériaux, avec l'autoconstruction, avec Tawizi, pour leur donner les technologies pour améliorer l'habitat, pour améliorer les conditions de vie. Un accompagnement de l'autoconstruction, professeur Khourouz. Un accompagnement à condition qu'il y ait un savoir technique moderne. Et quand je dis le savoir technique moderne, je dis qu'il faut utiliser les matériaux locaux. Il y a la pierre, elle est fantastique. Il y a le bois, il est fantastique. Il y a le pisé et la paille, ils sont fantastiques. Il y a le dénivelé, ils sont fantastiques. Il faut passer du génie local précaire, des pauvres, à un génie local des gens aidés par l'État, avec le soutien de la société civile et avec le soutien de toutes celles et de ceux qui le souhaitent. Et les derniers mouvements ont montré qu'il y a une générosité remarquable au Maroc. Et la générosité aussi, l'image du Maroc à l'international est fantastique. Pour une fois, il faut revenir à une idée des grands géographes l'ont dit. J'y ai pensé tout de suite à Paul Pascan. Paul Pascan, il est parti de là. Il a fait le terrain du House. Il a fait toutes les zaouïas de la région. Et il a fait partie de la génération de mes professeurs. Il nous a enseigné que rien ne vaut le mouvement du bas vers le haut, à condition que ce mouvement soit porté par un savoir universel. Donc il y a le local et l'universel. Le local, il est très fort, mais il faut lui donner les dimensions de la technologie et de la science, notamment les routes, notamment l'eau potable, notamment l'école, notamment des lycées. Mais on ne peut pas construire des lycées dans chaque douar. Il faut qu'il y ait des lycées dans des chefs-lieux. Il faut que ces lieux soient des lieux de vie et rayonnent comme une toile d'araignée sur les douars. Et si nous réussissons tout cela dans 10 ans, des nouveaux pôles émergent. Est-ce qu'Amzmiz, Tahna ou Tamslouht, est-ce que Iril et Yaqoub, il n'existait pas il y a 20 ans en tant qu'agglomération, commune rurale, ou municipalité, ou même préfecture. Elles se sont développées au fur et à mesure. Donc il y a une dynamique, il faut inscrire cela dans un mouvement, un élan. L'élan aujourd'hui, il est fantastique. Il faut l'accompagner par du sérieux. Par du sérieux, et le souverain par de la mobilisation, et on va vers là. Et les populations, le souverain l'a dit sur le discours dans le discours du trône, ça ne parlait que de sérieux, que et c'est des régions où le Ma'qoul pousse.
Il faut lui donner de la semence. Il faut lui donner de la semence. Exactement. Et qu'il diffuse sur le reste du Maroc, on en a besoin. Et cela, justement, c'est une question que je voulais adresser. D'ailleurs, vous me facilitez la transition. Merci, professeur Khourouz. Est-ce qu'on peut envisager une approche d'un État-providence à l'échelle du territoire? Ah oui, ça. Quand Comment? on parle d'aménagement territoire, c'est ça. Quand on parle d'aménagement territoire, c'est l'État-providence qui développe ces territoires-là. La société civile peut intervenir dans un deuxième lieu, mais c'est l'État à l'État, c'est les équipements communs à toute la communauté, pris en charge par l'État. Bien sûr qu'on peut trouver des formules, partenariat public-privé, dans certains cas comme la téléphonie, l'électricité ou autres, mais les routes, par exemple, les routes, les trains, etc., c'est étatique. Sans pas, c'est de l'État-providence. Que le veuille ou non, c'est un effort étatique de développement de territoire qui s'inscrit dans une politique globale du pays. Et je pense qu'il est temps de tout mettre à plat, sans tirer sur l'ambulance. Nous avons des tas de choses à dire sur toutes les initiatives du passé. C'est une aubaine malheureusement de le dire. Il faut tout mettre à plat et quitte à ce qu'on commence de zéro, mais que ça soit sur de bonnes rails dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de sa population. Merci, professeur Chitachni. Un dernier mot peut-être, professeur Ferrano? Bon, j'ai rien à rajouter réellement, tout a été dit, mais si le plus important aujourd'hui, je pense qu'il faut déployer tous les efforts et tous les acteurs doivent intégrer l'esprit nouveau que le développement ne doit pas marcher à deux vitesses. Donc la ville se développe, le monde rural vit sur ce qui est développé en externalité positive vers le monde rural. Donc il faut arrêter, je pense, ce modèle-là et réfléchir à un autre modèle. Et aujourd'hui, je pense, et je parle toujours ce contrôle de mon professeur Khourouz, c'est que le modèle aujourd'hui, on croyait que la ville, c'est elle la source de richesse. Je pense que le monde aujourd'hui, il est inversé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays développés. Le développement ne peut commencer que par le monde rural. Mais ça commence à l'école aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi adapter l'école aux spécificités de ces régions-là? C'est-à-dire que, bon, cette année, je vais interpeller l'évangéliste amazir que vous êtes, professeur Khourouz, pour clore vraiment ce débat, c'est-à-dire adapter aussi l'école à ces jeunes, parce que c'est leur culture, c'est la mémoire collective aussi, mais c'est leur culture. Là, cette année, on a annoncé la généralisation de l'apprentissage de l'amazir dans les écoles marocaines, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être adapter davantage l'école à ces régions-là? Il faut l'adapter et je crois que c'est en cours. C'est en cours. Quand je vois ce qui se fait depuis quelques années, il y a cette dynamique qui est pensée, mais il faudrait former les ressources pour que ça se fasse, parce que le Maroc malheureusement, il y a eu une carence, que pendant des années, il y a eu une uniformisation de la pensée, une uniformisation de la formation, et on forme les gens à Casablanca, comme on les forme à Iril, comme on les forme à Ouida ou Gnidif, comme on les forme à Stehat ou à Jibha. Il y a un savoir national, dans un savoir universel, il y a des caractéristiques locales pour donner le goût aux jeunes d'aimer leur terroir, d'y rester peut-être, et même de n'y pas rester, mais en tout cas de penser l'intégration de cette dynamique dans l'ensemble. Parce que aujourd'hui, on arrive à une question, on ne va pas en discuter, ce n'est pas l'objet de la rencontre, c'est qu'il faut repenser totalement l'aménagement du territoire. Non pas en termes de découpage, mais en termes de dynamique socio-culturelle et socio-économique. La richesse n'est pas condamnée à être, et ça a été dit par le professeur Zakaria et par le professeur Sihmed, il n'est pas condamné à être cantonné le long des ports entre Tanger et Djedida. Bien sûr que les potentialités s'éprêtent mieux, mais il faut aller au-delà, vers des richesses alternatives. Et quand je dis richesse, ce n'est pas l'opulence, c'est pour que les populations vivent dans le bien-être. Et de la dignité. Et qu'on passe de la précarité au bien-être, et vous avez raison, à la dignité. Les gens ne cherchent pas à être riches,
Ils cherchent à vivre dans la dignité et le respect. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est des populations que Ben oui. j'ai la chance de connaître et d'y appartenir moi-même. Des gens très, très dignes. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie. Merci, professeur Kelano. Merci. Merci à vous également, professeur Chitachni. Merci beaucoup. Et bien évidemment, merci à vous pour votre fidélité à Questions d'actu. Très bonne soirée.